Tout de suite, voici le bulletin de réinformation proposé aujourd'hui par Arnaud Naudin, Alexis Dangrel et Cécile Lorrain. Je vous souhaite une excellente matinée à l'écoute de Radio Courtoisie. Il est 7h15. Amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour et bienvenue pour votre bulletin de réinformation du lundi 21 février 2011. Les grands titres de l'actualité. Éric Zemmour a été condamné pour avoir énoncé un simple fait. Devant l'échec du multiculturalisme, Nicolas Sarkozy relance un débat sur l'islam. Retour de flamme de la révolution tunisienne. Donc, vendredi, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné Éric Zemmour à 1 000 € d'amende avec sursis dans une affaire l'opposant au MRAP, SOS Racisme et la LICRA, et à une peine identique dans un dossier initié par l'Union des étudiants juifs de France et l'association J'accuse. Éric Zemmour devra aussi leur verser un peu plus de 10 000 € de dommages et intérêts et faire état de ses condamnations dans un organe de presse. Pourquoi a-t-il été condamné ? Pour des propos. Alors, les propos incriminés remontent au 6 mars 2010. Dans l'émission de Thierry Ardisson, Salut les Terriens, diffusée sur Canal+, Éric Zemmour avait affirmé, après une intervention sur les contrôles aux faciès, je cite, « Mais pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Pourquoi ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Un simple fait en somme, sans aucun jugement de valeur. » Comment réagissent les associations qui poursuivaient Éric Zemmour ? Alors, la LICRA, SOS Racisme et le CRAN se sont bien entendu félicités de ces décisions. De plus, selon certaines de ces associations, Éric Zemmour ne pourra plus proférer de telles paroles. Je cite, « Sans savoir ce qu'il dit est un délit et non une opinion. » Or, je le répète, ce n'est pas une opinion, mais un simple fait. Alors, à la suite de cette condamnation, certains se sont empressés de demander qu'Éric Zemmour ne puisse plus être employé par France Télévisions et par RTL. Tel est en tout cas le souhait de Pascal Boitard et Mehdi Ouraoui, secrétaires nationaux du Parti socialiste. Alors, quant à la Société des journalistes de RTL, elle semble vouloir lâcher son populaire chroniqueur. Ainsi, Marie-Bénédicte Allaire, vice-présidente de la Société de journalistes de RTL, a indiqué, je cite, « RTL ne doit pas être associé à ses propos. Cela ne reflète absolument pas nos valeurs et nous ne sommes pas son employeur premier. » Fin de citation. Éric Zemmour a-t-il reçu des soutiens ? Alors, en effet, Thierry Mariani, secrétaire d'État UMP au transport, s'est déclaré consterné par ce jugement et un collectif de députés UMP a apporté son soutien à Éric Zemmour. Alors, Cécile, devant l'échec du multiculturalisme, Nicolas Sarkozy lance un débat sur l'islam. C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier Jean-François Copé, secrétaire du parti majoritaire. Ce dernier ne souhaitant pas laisser un tel sujet dans les seules mains du Front national. Ce débat sur l'islam arrive alors que Benoît Apparu, secrétaire d'État chargé du logement, a proposé récemment de faire financer des mosquées par des fonds publics. Proposition rejetée par le gouvernement en ce qu'elle entraînerait une modification de la loi sur la laïcité. Alors, comment a réagi Marine Le Pen ? De son côté, Marine Le Pen, créditée de 20% d'intention de vote au premier tour des présidentielles, réclame, je cite, « la séparation de la mosquée et de l'État ». Selon elle, un tel débat, celui de l'identité nationale, avait permis au Front national de faire 15% aux dernières élections régionales. Selon le journal du dimanche, Marine Le Pen parle, je cite encore, d'un enfumage général du président de la République, incapable selon elle d'endiguer une immigration trop massive qui serait à l'origine de l'islamisation rampante de la France. Fin de citation. Assurément, l'UMP et le PS auront l'occasion dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, d'étaler au grand jour leur incapacité à contenir les revendications cultuelles de la communauté musulmane qu'ils se sont eux-mêmes employés durant les 30 dernières années à favoriser à travers l'acceptation d'une immigration massive. Alors, quelle est la position du Parti socialiste ? Dans ce débat, nous verrons si le Parti socialiste soutient l'islam pour s'attirer les faveurs d'un électorat immigré ou bien s'il reste sur sa ligne laïque afin de garder celle de ses militants. Bien entendu, ce futur débat, où l'intention de l'organiser à une date postérieure aux prochaines élections cantonales, laisse entrevoir un objectif de battre le rappel des suffrages. Rassurons-nous, le financement public des mosquées ne devrait pas être remis en cause, et la ritournelle actuelle qui consiste à résoudre les prières de rue par la construction massive de lieux de culte va tourner en boucle. Alors Alexis, on semble assister à un retour de flamme de la révolution tunisienne. Ben Ali ne pouvait pas partir sans que les conséquences soient importantes. Depuis le 15 janvier, jour de son départ, on ne reconnaît plus la Tunisie.
Petit pays qu'on voyait tranquille, stable, socialement libre, à défaut de l'être politiquement, il s'enfonce aujourd'hui dans le désordre. Une situation grave pour les Tunisiens, mais aussi pour leurs voisins. Alors la faute à qui ? Il n'y aurait pas de terreau en Tunisie pour l'intégrisme salafiste. C'est du moins ce que veulent croire intellectuels et journalistes, en Tunisie comme en France. Il faut dire que la présidence de Ben Ali avait réduit les islamistes au silence. Le parti islamique tunisien, Ennahda, vient tout juste de sortir de la clandestinité. Son chef, Rached Ranouchi, vient de rentrer de 20 ans d'exil. Alors aujourd'hui, les islamistes ne font plus profil bas. Le mouvement Ennahda se dit proche de l'AKP turc, un parti à la laïcité déjà très contestable. Mais il a noué des liens resserrés avec le Fils islamiste algérien, une organisation terroriste responsable de nombreux attentats. Il compte sur une victoire électorale en Tunisie sur le modèle du Fils en 1990. D'ailleurs, sur le terrain, la situation dégénère. Marek Remenski, 34 ans et prêtre polonais de son état, a été retrouvé mort égorgé vendredi dans le garage d'une école religieuse. Le ministère polonais des Affaires étrangères n'exclut pas une motivation religieuse. Il faut dire que le prêtre avait reçu des menaces de mort. Les partisans de la laïcité l'ont enterré solennellement dimanche et craignent pour la détérioration de l'image du pays. Des islamistes ont également voulu s'en prendre aux prostituées d'une rue de Tunis. La population s'est interposée jusqu'à l'arrivée de la police. La communauté juive, quant à elle, craint pour sa sécurité. Les Tunisiens eux-mêmes préfèrent choisir l'exil par milliers pour l'Italie, une situation chaotique qui apporterait presque au nom de Ben Ali un parfum de nostalgie. Le président déchu, victime d'une attaque cardiaque, est toujours dans le coma. Maintenant, les nouvelles du jour. Alors Cécile, 3 trafiquants de drogue arrêtés en flagrant délit ont été relâchés à cause d'un excès de zèle des Jules. 1,3 kg de cocaïne. C'est ce que possédaient avec eux 3 trafiquants de drogue étrangers interpellés dans le Var par la police la semaine dernière. Les 3 malfaiteurs, 2 Espagnols et un Uruguayen, arrivaient alors d'Espagne pour se rendre en Italie, la drogue à bord de leur voiture. Jeudi, ils devaient passer en comparution immédiate, affaire que les juges n'ont finalement pas eu le temps de traiter. Le parquet de Draguignan demandait un débat différé avec mandat de dépôt, mais le juge des libertés de la détention en a décidé autrement. Il a remis en liberté les trafiquants internationaux qui seront convoqués ultérieurement. Une impunité de plus qui exaspère la police, dont un syndicat dénonce le dysfonctionnement de la justice et l'absence de réponse pénale. Alors Alexis Dominique Strauss-Kahn a encore fait un numéro de politique spectacle. La France me manque comme à n'importe quel expatrié. C'est par cette phrase que Dominique Strauss-Kahn, volontairement ou non, a relancé le suspense qui agite sa candidature. Un suspense auquel il n'a pas mis fin dans un entretien accordé hier sur France 2. Il faut dire que Laurent Delahousse y est allé avec le dos de la cuillère, à croire que son prestigieux invité l'avait mis en garde au préalable contre toute question trop directe. Le présentateur vedette aurait pu, par exemple, demander à l'actuel directeur du FMI s'il mènerait son mandat jusqu'à son terme. Un mandat qui court jusque novembre 2012, soit bien après la prochaine élection présidentielle. Il faut dire que les intentions de DSK ne font guère de doute. Mais il lui fallait préserver l'essentiel, la politique spectacle qui mobilise les Français. Un spectacle dans lequel DSK entend rester dans son rôle d'homme providentiel face à Sarkozy. Arnaud, EPR de Flamanville, Bouygues fait appel aux salariés de ses filiales étrangères. Alors à Flamanville, en Basse-Normandie, un tiers des 3200 ouvriers travaillant à la construction du réacteur EPR sont étrangers. Motif invoqué par les responsables du chantier, pas assez de Français volontaires pour ces travaux pénibles. La situation peut paraître ubuesque dans un département qui compte plus de 83 000 chômeurs. Alors, les ouvriers étrangers sont essentiellement roumains, bulgares, italiens, portugais ou espagnols. Et selon Bouygues Construction, premier employeur du chantier, dirigé par EDF, les raisons de l'emploi de ces salariés étrangers sont simples. Des tâches peu qualifiées et pénibles, ferrailleurs, coffreurs, manutentionnaires. Jacques Thor, délégué spécial de la CGT à Flamanville, conteste ces explications. Selon lui, je cite, « Bouygues a tout fait pour faire venir ces entreprises lui appartenant. » Non. Il affirme que 1800 personnes s'étaient inscrites sur le chantier en 2007. Bouygues n'a recruté qu'à peine 10% de ses candidats. Alors Cécile, l'ambassadeur de France en Tunisie a été obligé de présenter ses excuses. Boris Boyon, nommé ambassadeur de France à Tunis la semaine dernière, suite au renversement du président Ben Ali, a fait un démarrage médiatique sur les chapeaux de roue. Lors d'un déjeuner de presse, alors qu'il exprimait son intention notamment de, je cite,
ouvrir une nouvelle page dans la relation entre les deux pays et de relancer le tourisme français en Tunisie, Boris Boyon s'est tout à coup heurté à des journalistes après leur avoir répondu d'une façon peu diplomate. Riposte médiatique immédiate contre le jeune ambassadeur qui s'est mis à dos une partie de l'opinion publique. Des manifestations à Tunis sont suivies, exigeant son départ pur et simple. Face à cela, le jeune diplomate de 41 ans ne cesse de se confondre en excuses auprès de tous les Tunisiens afin de réfréner l'emballement médiatique. Maintenant, on est les nouvelles du monde. Alors Alexis, les Marocains manifestent pour davantage de liberté. Rien de bien nouveau sous le soleil, puisque c'est tout le monde arabe qui prend feu depuis 2 mois. Oui, mais le Maroc était jusque-là épargné, et pour cause, le roi Mohamed VI, qu'on dit volontiers moderne et réformateur, y est particulièrement populaire. Les principaux partis politiques marocains, dont l'Istiqbal, du Premier ministre Abbas El-Fassi, se sont prononcés contre l'appel à manifester, mais ils étaient tout de même plusieurs milliers dimanche à Casablanca et à Rabat pour réclamer des réformes politiques et une limitation des pouvoirs du roi. Des ONG comme l'Association marocaine des droits humains et des journalistes indépendants soutenaient le mouvement, mais aussi l'organisation de jeunes du mouvement islamiste Justice et Bienfaisance. Alors Cécile, le G20 veut de plus en plus aller vers une gouvernance économique mondiale. Vendredi et samedi dernier se tenait à Paris une réunion des ministres des Finances et autres gouverneurs de banques centrales du G20. Cette réunion spéciale finance, qui avait pour objectif d'améliorer la gouvernance économique mondiale, est pour Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, un succès. Ce dernier a exprimé, je cite, « Le G20 est maintenant l'endroit dans lequel on organise la coopération entre les grands pays qui ont une influence systémique sur l'économie mondiale, de manière à ce que l'on puisse coordonner le mieux possible l'économie. » Tout est très clair dans les propos de l'un des chantres de la gouvernance économique mondiale qui considère que, je cite de nouveau, « la stabilité de l'économie planétaire intégrée est un élément majeur de la prospérité et de la stabilité au niveau national ». Fin de citation. Arnaud, la phrase du jour nous vient du Bélarus. Alors le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a déclaré samedi, je cite, « ne pas aimer les PD » et a raconté avoir conseillé, les yeux dans les yeux, je cite encore, au ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, qui est homosexuel, de mener une vie normale. Fin de citation. Des gens importants ayant une orientation sexuelle correcte ou incorrecte sont venus ici et ils ont commencé à me reprocher que je condamne cette cage aux folles. Mais je n'aime pas les PD, alors je leur ai dit, a déclaré, je cite toujours, Monsieur Loukachenko, selon son service de presse. Et voyez-vous, certains ministres des Affaires étrangères m'en veulent. Mais nous vivons dans une société démocratique et j'en suis le président. J'ai le droit de donner ma position, a ajouté le président bélarusse. À la rappel des grands titres de l'actualité, Éric Zemmour a été condamné pour un simple fait. Devant l'échec du multiculturalisme, Nicolas Sarkozy relance un débat sur l'islam. Retour de flamme de la révolution tunisienne. La bonne nouvelle du jour est artistique. Les 2 et 3 mars aura lieu à Drouot une vente aux enchères d'estampes japonaises, issues de la collection Bérès. Près de 900 lots mêlant ouvrages et estampes. Plusieurs lots se distinguent par l'état et la qualité des œuvres. Vive les estampes, vive l'art, la vie est vraiment belle. À demain pour un nouveau bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie, bien sûr.